Bonsoir, bienvenue sur Télésud. C'est un nouveau journal des correspondants que nous vous proposons cette semaine. Il sera question de liberté de la presse, d'aménagement du territoire, de sport ou encore de danse traditionnelle. Nous irons au Gabon, au Bénin, au Cameroun, mais aussi en Guinée-Conakry. C'est d'ailleurs par là que nous commençons ce journal des correspondants. Cette semaine, Sayon Kourouma, notre correspondant sur place, nous dressait un bilan de l'état de la presse dans son pays. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Vous allez le voir, en Guinée-Conakry, être journaliste peut parfois être très compliqué. Ce matin, ces journalistes boudent les rédactions. Leur voix et leur plume s'expriment non dans les studios, mais bien dans la rue. Et la raison est simple, ils veulent réparer une injustice. Tous sont là pour Amadou Djoulde Diallo, ce célèbre journaliste guinéen qui vient de passer plus de 2 mois en détention. Il est incarcéré pour offense au chef de l'État guinéen à l'image des discours comme celui-ci. Alpha, je vous ai dit, son problème, il faut exterminer les peuls dans ce pays. Regroupés donc au sein d'un collectif, ces hommes de médias réclament la libération sans condition du vice-président Afrique de l'AIPS. Une arrestation que la presse a du mal à digérer. La presse guinéenne est en danger. La liberté de la presse, qui est l'oxygène de la démocratie, a reculé de 24 points entre 2013 et 2020 en Guinée. Pourtant, en Guinée, une loi dénommée L002 dépénalise les délits de presse depuis juin 2010. Cependant, des hommes de médias guinéens continuent encore de faire face à des persécutions judiciaires qui finissent souvent en prison. Aujourd'hui, ils sont 2 journalistes incarcérés. En plus d'Amadou Djoulde, Sadio Diallo est également emprisonné pour diffamation, une violation de la loi que dénoncent également les associations professionnelles en Guinée. Nous, organisations professionnelles de la presse, dénonçons cette pratique rétrograde qui n'honore pas la Guinée. À la haute autorité de la communication, la libération de ces journalistes n'est pas l'ordre du jour. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, la HAC délivre ce jour-là les cartes de presse aux journalistes du pays. Un moment opportun pour le président de l'institution d'appeler ses confrères au professionnalisme afin d'éviter des arrestations de journalistes. Aux journalistes de veiller à ce que la profession soit assainie. Chacun de nous peut jouer son rôle. Les journalistes joueront leur rôle lorsqu'ils se montreront respectueux de la loi, mais également respectueux de l'éthique et de la déontologie. Au ministère de la Communication, le chef des départements regrette, lui, le non-respect des règles d'éthique et de la déontologie par certains hommes de médias guinéens. Des atteintes à la vie privée et l'inobservance de certaines règles déontologiques de la profession ont fait l'objet de plaintes des citoyens, y compris des personnalités publiques. 86e au classement mondial de Reporters sans frontières en 2013, la Guinée regresse aujourd'hui, en raison notamment des arrestations de journalistes. Le pays pointe à la 109e place. Retour sur ce que nous disaient aussi cette semaine nos correspondants sur place au Gabon, Joël Tatou et Muriel Ndongue-Yéné. Il était question de réaménagement des voiries urbaines du Grand Libreville. L'aménagement des voiries urbaines et l'amélioration des conditions de circulation dans les communes de Libreville, Akanda et Ovendo, de plus en plus perceptibles sur le terrain. Lancé en janvier 2019 pour une durée de 30 mois, ce vaste chantier qui fait partie du schéma directeur national des infrastructures initié par le gouvernement gabonais satisfait plus d'un. J'apprécie vraiment ce qu'ils sont en train de faire parce qu'avant, les voitures avaient du mal à circuler, on était coincés dans les embouteillages. Mais là, c'est bon, ça va. C'est une bonne chose ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est vraiment un programme qui est très spécial parce que ça nous permet d'arriver à temps à l'école parce qu'à un moment la route était vraiment dégradée et maintenant qu'à base de ce programme-là, on veut que ça avance, vraiment ça va nous aider à arriver à temps à l'école. Vraiment,
Par rapport aux travaux que les Chinois nous ont fait, vraiment après, ça n'a pas duré. L'état de la route s'est très vite dégradé. Mais aujourd'hui, Colas est arrivé, ça nous aide vraiment beaucoup. On peut la sortir facilement. Confiés à l'entreprise Colas, les travaux sont exécutés du lundi au samedi, simultanément sur différentes artères, avec pour objectif de parvenir dans les délais à boucler la réhabilitation des 88 km de route, ainsi que celle des 8 carrefours giratoires prévus. Véritable challenge en dépit de la gêne causée par ces travaux. Mais moi, je préfère que c'est mieux de faire ça dans la nuit, quand il n'y a pas de circulation, parce que dans la journée comme ça, c'est pas bien. Regardez, il y a des embouteillages et tout. J'étais dans le taxi m'a laissé juste à côté là. Je suis obligée de marcher, je m'en vais au marché. Donc je suis obligée de marcher pour arriver où je vais. Réalisé à plus de 80%, le suivi de ces chantiers est assuré par le ministère en charge des infrastructures ainsi que par les mairies d'arrondissement. La mairie du 6e arrondissement dans l'exécution de ces travaux joue son rôle de gendarme. C'est-à-dire ils sont sur le terrain, ils vont vérifier, pas la qualité des travaux, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des techniciens qui sont avérés à vérifier la qualité des travaux. Mais la mairie du 6e est sur le terrain pour veiller à ce que ces travaux se passent dans de bonnes conditions et en respectant aussi les délais. Prévu pour s'achever en juillet 2021, ce programme qui résulte d'un conseil présidentiel présidé en ce temps par Ali Bongo Ondimba stipule que la construction des infrastructures constitue un des fondements du plan stratégique Gabon émergent dont 2025 devrait constituer une année bilan. Direction le Bénin, je vous amène à la découverte de la danse Kaka, une danse ancestrale, un rythme du sud du Bénin qui est souvent joué populaire. Un reportage de notre correspondant sur place, Kevin Sonsi. Le rythme Kaka, originaire du royaume d'Adjatado, est longtemps considéré comme le rythme des pêcheurs de la région des Agégués et de Sotchanhoué dans le sud du Bénin. Le rythme Kaka se joue souvent à l'occasion des cérémonies aussi bien festives que cultuelles. Le Kaka a été créé en tant qu'on parlait de Adjatado. Parce que d'habitude, tous les Béninois sont ici de Adjatado. Donc c'est là-bas, il y avait une guerre et les Agasouvis étaient en train de fuir. Ils sont en train de penser à comment fuir l'ennemi. Ils ont trouvé l'idée de faire sortir le Zangbetor, le gardien de nuit. Le Zangbetor, on parle de gardien de nuit surtout. Ils ont eu l'idée de faire sortir le gardien de nuit. Et maintenant, ils ont fait sortir ça et ça leur a permis de chasser les ennemis. Après, pour célébrer cette victoire-là, pour commémorer cet événement, ils ont décidé d'accompagner la sortie du Zangbetor, qui est une danse de masque. La sortie du Zangbetor avec un rythme. C'est là qu'ils ont créé le rythme Kaka, qui se joue maintenant, voilà, on danse là-dessus et même des gens qui ne sont pas du Bénin aussi le font. Joué à l'aide des instruments tels que le gong, le tam-tam, le bambou, le kpahole et le gankeke, le rythme Kaka demande plus de précision dans la percussion. Bon, la percussion au niveau du rythme Kaka, premièrement nous avons le kpahole, qui est le principal, le tam-tam principal, le long tam-tam là. Voilà. Et il y a aussi deux percussions, deux instruments qui l'accompagnent là, à la percussion là. Je vais parler de bembé. Les bambous interviennent lorsque le tam-tam principal cesse de jouer. Donc quand on arrête le principal, vous allez constater que tous les autres instruments, on rabaisse un peu le son. Et puis pour donner place maintenant au bambou de jouer. Voilà. Aujourd'hui au Bénin et partout ailleurs, le rythme Kaka est dansé par l'homme et la femme, brisant ainsi le mythe autour du rythme Kaka, jadis dansé uniquement par les hommes. Lorsque les gens jouent, même quand il n'y a pas de spectacle, les gens qui sont en train de passer, ils s'arrêtent pour voir parce que ça met la joie dans le cœur des gens. C'est un rythme assez traditionnel. Et vraiment, ça fait du bien. Ça fait plaisir de voir une femme danser ça.
Ça fait plaisir, sincèrement. Parce que on se dit que ce sont juste les hommes qui le font. Mais quand on voit une femme danser, on dit ah vraiment. Et avec le sourire qu'elle met autour de tout ça, c'est tellement agréable à voir que, bon, moi je ne trouve pas le côté critique, non, je ne vois pas comme ça. D'abord, naturellement, à Porto, c'est pour tout le monde, homme comme femme. Au nombre des rythmes traditionnels que compte le Bénin dans son patrimoine culturel, le rythme kaka y figure. Apprécié, il est dansé par tout le monde. Notre journal des correspondants s'achève au Cameroun. Nous parlons du champion d'Afrique de catch catégorie poids lourd. Il est camerounais. Il s'appelle Michel Noudem. Il sera l'un des 3 représentants de l'Afrique au prochain championnat du monde prévu aux États-Unis. Reportage de nos correspondants sur place, Valérine Tidia, Fabienne Tcharen et Cyril Nguidjoy. Foule en délire et concert de klaxons à Batié, le retour de Francis Ngannou dans son village natal du Cameroun était attendu de pied ferme. Après avoir battu le 28 mars dernier l'Américain Stipe Miocic, le nouveau champion du monde poids lourd de MMA a retrouvé le Cameroun pour montrer sa ceinture de champion à ses premiers supporters. Je ne suis pas un des gens, je suis juste un enfant du village qui a cru et qui aujourd'hui rentre chez lui. Le sentiment de chez toi, il n'y a rien qui explique ça. L'émotion. La cérémonie s'est déroulée devant 2000 personnes sur l'esplanade de la fondation créée par Francis Ngannou en 2019. Son but, encadrer de jeunes sportifs afin de les former aux arts martiaux gratuitement. Mais on ne va pas s'arrêter là, le projet il est immense, c'est de couvrir le territoire national avec des salles, des opportunités aux jeunes de pouvoir s'entraîner, non seulement sportivement, mais c'est aussi en quelque sorte une forme de développement personnel qui permettra aux enfants de croire en leurs rêves, de croire en eux-mêmes. Et c'est ça même le but fondamental de la fondation. Une aubaine pour les jeunes Camerounais voulant suivre les pas du premier Africain à devenir champion du monde de l'Ultimate Fighting Championship, UFC. J'étais tellement fier quand on m'a dit Francis a ouvert un centre dans notre quartier. J'étais tellement fier. Et quand je suis arrivé, je voulais tellement m'entraîner. Pourtant, le lion indomptable part de loin. Il découvre tardivement les sports de combat et quitte le Cameroun en 2013 pour la France. Il dort un temps dans la rue à Paris avant de faire des rencontres qui lui permettent de poursuivre sa carrière dans les arts martiaux. Mais pour les habitants de Batié, même avec la réussite et le chemin parcouru, Francis Ngannou reste humble. Simple, il n'a pas changé, toujours relax avec nous. Travailleur, il faut préciser, bon travailleur. Oui. Beaucoup d'engagement surtout, même quand il s'agit de travailler, il donne plus d'espoir aux autres, donc il encourage le travail. C'est un peu comme ça. Âgé de 34 ans, Francis Ngannou est le nouveau tenant du titre de sa catégorie et un modèle de réussite au Cameroun. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci aux hommes et aux femmes de l'ombre qui chaque semaine rendent possible ce journal des correspondants. Ils sont en Afrique comme ici en France. C'est en leur nom à tous que je vous remercie de nous avoir suivis. Excellent week-end évidemment sur Télé Sud. À la semaine prochaine.